médaille Fields de mathématiques 2010, ancien député, et puis un expert de l'intelligence artificielle. Vous allez nous le montrer ce soir au travers à la fois de votre échange pendant une vingtaine de minutes avant quelques questions, les miennes d'abord, et puis celle de la salle pour évoquer les nouvelles technologies, l'IA, peut-être un peu de politique, d'Europe et d'international. On le verra avec vous, mais on vous applaudit tout de suite. Cédric Villani. Donc. Voilà, chers amis, c'est un plaisir de se retrouver. Je salue quelques amis que je connais bien ici et là, et les personnes que je ne connais pas encore. Et aujourd'hui, on va vous parler d'intelligence artificielle, de science, de technique, d'innovation. Ma carrière professionnelle m'a amené à me retrouver dans quantité d'institutions et de conseils faisant l'interface entre le monde de la science et des techniques et le monde de la société en général. Une petite pensée pour l'une d'entre elles qui est en deuil. Je suis membre de l'Académie pontificale qui est l'une des institutions les plus remarquables que je connaisse parmi celles qui sont placées auprès d'un chef d'État, et en l'occurrence un chef d'État que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises dans ce cadre-là, qui a été particulièrement marquant pour sa façon de faire l'interface entre les questions scientifiques et les questions politiques. Son grand texte Laudato Si est certainement le meilleur texte jamais écrit par un chef d'État sur la question écologique en général. Et il arrive que dans les institutions, en particulier du fait d'une culture qui se prête bien à l'interface entre le monde scientifique et le monde politique, le courant passe bien. J'en ai vu d'autres où c'était exactement le contraire. Et parmi mes casquettes, il m'est arrivé de siéger dans le Conseil stratégique de la recherche. C'est censé être l'organisme qui, de par les institutions, conseille le gouvernement en matière de science et de prospection de la recherche. Tellement bien, entre guillemets, qu'après quelques années, je ne savais même plus si j'en étais encore membre. Et récemment, l'INRAE faisait une étude auprès d'une vingtaine de cadres et responsables de la science pour savoir comment étaient décidés les grands projets scientifiques et autres. Ce conseil, qui est censé être celui qui conseille le gouvernement, donc officiellement, n'a été cité sur les 20 personnes interrogées que par une personne, savoir moi-même, pour dire qu'il était juste dysfonctionnel. Et c'est un exemple de quelque chose qui ne fonctionne juste pas. Alors, ce conseil ne fonctionnant pas a été remplacé, ou plutôt il a été augmenté d'un nouveau conseil passé auprès du président de la République. Il faut savoir que le conseil dont je vous parle était lui-même issu de la fusion de deux conseils, l'un qui avait été placé auprès du président de la République et l'autre qui avait été placé auprès du Premier ministre. Lequel conseil placé auprès du Premier ministre avait été lui-même la continuation d'un précédent conseil placé auprès du président de la République. Et donc il y a ainsi 20 années de conseils qui se font et se défont sans qu'aucun n'aboutisse à rien. Parce que la vraie réponse, c'est que quand quelque chose, du fait de la culture, ne marche pas bien, vous pouvez mettre toutes les institutions que vous voulez, ça ne marchera toujours pas. Et le grand rêve français, résoudre les problèmes avec les bonnes institutions, s'écroule sur cet écueil. Alors ici, j'apprécie qu'il y ait ces opportunités, ces Tangram Talks qui permettent d'avoir la transmission directe, informelle, en échange de grands sujets de société et d'ouverture. Et on va parler de science, on va parler d'innovation, on va parler de technique ou de technologie comme vous voudrez. Science, technique, innovation sont des mots qui sont liés et pourtant assez différents. Avec la science, vous avez la production d'un corpus de connaissances, de liens, de questions et de façons de regarder le monde, de définition. Et les grandes questions de base dans la science, c'est pourquoi? Et décrire les choses, comment les choses se font. Avec la technique, c'est pour un expert, pour un spécialiste, quel est l'enchaînement d'actions, de gestes qui aboutit à un certain résultat, une certaine action sur le monde. Souvent
découlant de la science, mais pas forcément. Il y a au moins autant de techniques qui est obtenue de façon empirique que de techniques qui est obtenue de façon théorique. Et avec l'innovation, c'est quand vous avez des sciences ou des techniques qui viennent s'interfacer non plus seulement avec les experts, mais avec la société en général, changeant les usages ou les modèles économiques. Juste un exemple pour vous dire à quel point ces choses peuvent être différentes. Sciences et techniques, sciences et technologies. Il y a quelque temps, quand un chercheur en intelligence artificielle s'était amusé à mettre en ligne un petit outil juste pour rire, vous disant notez le concept de droite ou de gauche. Vous lui donnez n'importe quel nom et il vous disait c'est de droite ou c'est de gauche. Pas sur l'analyse du concept, mais en regardant à travers le web à quoi c'est associé, quels sont les réseaux et ainsi de suite. Et alors je me suis amusé, je me suis dit, ah ben tiens, à cette époque j'étais président de l'office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, avec sciences et technologies ensemble. Et j'ai mis dans le petit moteur de recherche science, et comme je m'y attendais, ça m'a renvoyé science, c'est de gauche, et j'ai mis dans le petit moteur technologie, et comme je m'y attendais, ça m'a renvoyé technologie, c'est de droite. Bien sûr, à ne pas prendre au sérieux, mais c'est pour vous dire que ces deux mots que souvent on associe, ils s'appartiennent à des sphères subtilement différentes ou parfois très différentes et ils sont utilisés dans des processus de décision et de discussion différents. Et cette question droite-gauche, quand vous êtes en hémicycle, vous vous en rendez compte, vous le vivez, le fait qu'il y ait des nuances entre les familles politiques sur la façon d'aborder sciences et technologies, des nuances considérables. Et puis, une autre chose sur laquelle je voudrais insister, qu'est-ce qui fait courir les scientifiques, les innovants, les spécialistes d'innovation? Ça peut être des choses fort différentes. Mais avant tout, ce qui fait courir les scientifiques, c'est beaucoup moins le souhait de faire quelque chose qui va transformer l'humanité que la pure curiosité. Pure curiosité et l'amour pour sa théorie. Un amour qui pousse les scientifiques à agir de façon bien plus émotive, bien plus affective qu'on ne s'en rend compte quand on est en dehors de cette sphère. Et les exemples dans l'histoire des sciences sont considérables et dans bien des cas, ce sont les clés qui mènent les idées nouvelles à émerger. Prenez un Ludwig Boltzmann, l'un des premiers grands spécialistes de la théorie des atomes, le héros à une époque, aussi bien au sens héros H-E-R-O-S que héros H-E-R-A-U-T, de la théorie atomique. Eh bien, il croit dans ces atomes. Ils sont tellement beaux, ils amènent à une théorie mathématique tellement belle, tellement remarquable que c'est forcé qu'ils existent. Prenez un scientifique du plus haut niveau, un géomètre comme le regretté Bill Thurston, l'auteur de ce qu'on appelait le programme de Thurston, une sorte de classification de tous les univers géométriques possibles en dimension 3. Eh bien, s'il est arrivé à convaincre tous ses collègues mathématiciens que ce programme de classification devait être vrai, ce n'est pas sur la base d'arguments rationnels, sur la base de ceci a des chances d'être vrai ou pas. Il leur a montré que cette classification était tellement belle, tellement magnifique, que tout de suite, il y a eu une réaction extraordinaire de la part de la communauté. Ils se sont dit, ça doit être vrai, cette vision, cette terre promise, elle est tellement magnifique qu'elle ne peut pas être fausse. Cette façon de tomber en amour pour le sujet, je l'ai ressenti à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans ma carrière. Premier sujet de thèse, l'équation de Boltzmann. Au début, je me suis lancé dans tel sujet de thèse sur la recommandation de mon tuteur à l'époque, à l'école normale supérieure. Et puis je me disais, pourquoi ils veulent me faire faire de la thermodynamique? C'est pas un sujet qui m'a plu. Thermodynamique statistique, bon, pourquoi pas, on va voir. Et puis je suis tombé en amour du sujet, mais vraiment, le grand amour qui vous tient réveillé le soir, vous êtes là sur l'équation, non, ça doit être vrai, forcément, et ainsi de suite. Et la faculté de pouvoir tomber en amour obsessionnel pour tel et tel sujet, elle est très importante. C'est arrivé à plusieurs fois dans ma carrière, jusqu'à des pentes déraisonnables. Dans mon ouvrage Théorème vivant, sur la genèse du théorème qui a fait basculer le dossier du bon côté de la médaille Fields, je le raconte un peu, mais il y en avait d'autres. Et par exemple, tenez, vous vous souvenez, pour les cinéphiles, de ce film de Cédric Klapisch où on voit le héros qui se retrouve
dans les toilettes du train en train de taper compulsivement sur son ordinateur portable parce qu'il est en train d'écrire son roman. Il a besoin de la prise parce qu'il n'a plus de batterie et c'est une souffrance d'arrêter d'écrire. J'ai vécu cette scène bien avant le film de Clapiche, je me souviens très bien, à l'époque où il n'y avait pas encore des prises sur tous les sièges des trains et un TGV qui n'était pas trop bondé. Je me suis retrouvé à squatter les toilettes pendant tout ce temps où je travaillais sur un livre qui était tellement important pour moi que je ne pouvais pas concevoir de juste passer la suite du train sans continuer à taper là-dessus. Et il y a quelques temps, il y a 6 mois, je me suis remis, après 12 années d'interruption, à faire de la recherche de façon active sur mon sujet initial de thèse, l'équation de Boltzmann. Si je m'y suis remis, c'est pas pour faire avancer ma carrière, c'est pas pour faire plaisir à mes collègues, c'est parce que j'ai vu que le sujet avait recommencé à bouger de façon inattendue, qu'une conjecture que j'avais posée il y a presque 30 ans dans ma thèse était en train d'être sur le point d'être démontrée, et je ne pouvais pas rester en dehors de ça. Ça était juste impossible. Je m'y suis remis corps et âme, me suis replongé dans mes propres articles d'il y a plus d'un quart de siècle. Pas facile. Les gens vont dire, ouh là là, ça c'est malin. Comment il a fait pour trouver ça? Et puis plonger jusqu'à en être complètement imprégné, cet état où vous vous retrouvez la nuit à vous réveiller en vous disant, là c'est comme ci et comme ça, jusqu'à ce que la conjecture soit craquée. Avec le soutien de quelques collègues, parce que ce sont toujours des travaux d'équipe. Mais ici, je suis retourné là-dedans, c'est vraiment par pur amour pour le sujet. On va parler d'IA et de technologie ce soir, mais aussi ces questions d'intelligence artificielle, il faut comprendre à quel point ce sont des questions émotives pour les chercheurs. Prenez un Yann LeCun, qui, dans les 12 dernières années, peut-être, a été l'un des 3 à 4 chercheurs au monde les plus admirés en matière d'intelligence artificielle. À partir de 2012, quand ces algorithmes de réseaux de neurones, ceux qu'il avait développés avec des gens comme Yoshua Bengio, comme Geoff Hinton, se sont retrouvés à gagner tous les concours mondiaux d'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé tellement célèbre? Parce qu'il avait tellement cru en ces réseaux de neurones que dans les 30 dernières années, ou presque, les 25 années précédentes, il y avait bossé. Dans les années 80, il avait lu un ouvrage qui parlait des réseaux de neurones et tout ce que ça allait apporter en matière de compréhension et d'intelligence artificielle. Il s'est dit, c'est fantastique, je veux faire ça. Et puis, quelques années plus tard, les réseaux de neurones étaient passés de mode. Mais Yann, il ne pouvait pas abandonner ça. Non, il y croyait vraiment. Il les aimait, ces réseaux de neurones. Il allait travailler avec les meilleurs, avec les quelques-uns, il était une poignée, il était une demi-douzaine, avec une grande carrière à vraiment y croire. Et la plupart des spécialistes dans le monde n'y croyaient juste pas. Et à l'époque, j'étais directeur de l'Institut Henri Poincaré et je voyais les meilleurs experts qui défilaient dans les programmes de recherche en informatique et qui disaient, les réseaux de neurones, on a essayé, ça ne marche pas. L'intelligence artificielle passera par autre chose. Sauf qu'en 2012, ça y est, ils ont commencé à gagner tous les concours. Et dans la suite, ils se sont mis à écraser toutes les autres techniques. Et en quelques années, entre 2012 et 2015, quasiment tous les spécialistes d'intelligence artificielle se sont mis au réseau de neurones. L'un des chamboulements scientifiques les plus brusques qu'on ait jamais vu dans quelque discipline que ce soit. Eh bien, Yann, à l'époque, quand il était dans les années 90, en train de travailler sur ces réseaux, la communauté le considérait un peu comme un original. Il est brillant, mais bon, c'est une voie de garage, c'est pas ça qui va aboutir. Et si à cette époque-là, vous aviez fait un sondage, vous cherchiez à faire une prospective, un rapport sur les techniques d'avenir, vous auriez interrogé tout un panel de scientifiques de la communauté d'intelligence artificielle, on vous aurait dit non, les réseaux de neurones, seuls quelques originaux y croient, c'est pas ça qui va changer la donne. Et puis maintenant, la donne a changé. Et Yann, Yoshua et Geoff ont gagné le prix Turing, ont gagné tous les grands prix possibles. Et Geoff Hinton, en plus, a reçu le prix Nobel. Et donc, sont eux qui étaient vus comme les originaux, les marginaux, qui se sont retrouvés en position dominante, en quelque sorte, intellectuellement. Ceux qui font le plus autorité. Et j'insiste, s'ils sont restés là-dedans, c'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, peut-être qu'ils avaient plus de flair, mais surtout, ils étaient attachés à ces modèles, ils les aimaient. Et cette affection pour leur modèle, c'est un moteur très important. Alors maintenant, il y a quelque chose d'autre qu'il faut garder en tête. Quand on est amoureux, on sait bien qu'on perd l'objectivité.
Et si vous demandez à quelqu'un qui est à fond dans son équation, à fond dans son système, d'évaluer les chances que ça aboutisse, que ça donne quelque chose de plus grand, que ça aille résoudre telle ou telle chose, évidemment, votre réponse sera biaisée. Surtout quand ce sujet fait l'admiration du monde entier, quand le buzz extraordinaire est dessus, il y a toutes les chances de perdre la raison. Et on a vu sur l'intelligence artificielle toutes les nuances de façon de mettre un petit pied dans la folie. Geoff Hinton, que je vous évoquais tout à l'heure, lui fait partie de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va à la fin, sans doute, exterminer l'humanité. Et je pense c'est le premier prix Nobel depuis Otto Hahn en 1945 à dire que son invention, sa découverte risque d'anéantir le monde. Otto Hahn, pour rappel, c'est le père de la fission atomique, la fission de l'uranium, qui a été à la base de la bombe atomique de Hiroshima et Nagasaki. Ça, c'est un exemple. Mais de l'autre côté du spectre, prenez un Demis Hassabis, lui aussi prix Nobel en chimie pour le coup, lui aussi grand expert des réseaux de neurones, le fondateur de DeepMind. Lui, il vous explique, il semble y croire sérieusement, et c'est un très brillant scientifique, je ne remets pas ça en cause, vous explique que grâce à l'intelligence artificielle, d'ici 10 ans, on pourra soigner toutes les maladies. Toutes. Alors là, vous vous dites, waouh, comment est-il possible d'en arriver à un tel extraordinaire distorsion de voir les choses? Quand vous regardez, d'abord en médecine, si vous regardez les choses un peu de l'extérieur, régulièrement, on vous explique à chaque nouvelle avancée technique, ça y est, on va trouver les solutions de tout. Ça a été le cas quand on a trouvé les façons de décrypter le génome, ça a été le cas quand on a trouvé les questions d'épigénétique, ça a été le cas quand a commencé à arriver la médecine de précision, et puis on attend, on voit que la révolution n'est toujours pas là. Certes, des choses qui aident, mais rien qui vienne bouleverser d'une façon aussi extrême la médecine. Et donc là, quand un spécialiste vous dit « peut-être ça va résoudre d'ici 10 ans toutes les maladies », il faut voir ça. Votre spécialiste, votre expert, en l'occurrence Demis, il voit son sujet avec les lunettes teintées de l'amour. Et ce n'est pas forcément le spécialiste, et pas forcément la spécialiste qui pourra, avec objectivité, vous dire comment le sujet va évoluer. Parfois, c'est bien plus souvent un regard un peu extérieur qui peut vous pointer qu'est-ce qui risque de poser problème, qu'est-ce qui risque d'être important. Parfois même très extérieur. Et sur ce sujet intelligence artificielle qui mélange les questions extrêmement techniques avec les questions vraiment de société, ce regard, il peut être très à l'écart. Je vais citer juste un exemple qui m'est revenu quand j'étais en charge de la mission sur l'intelligence artificielle en 2018-2019, et encore plus fort à partir de 2022, quand est arrivé ChatGPT et toutes les grandes interrogations sur les générations automatiques. C'est aujourd'hui, donc l'exemple est le suivant. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu commun, ou presque, de dire que l'intelligence artificielle, avec ses développements, fait peser une menace sur nos structures démocratiques. C'est un lieu commun parce qu'on sait qu'à chaque élection, vous avez des tentatives organisées de déstabilisation par des puissances étrangères, par des réseaux de mafia internationale ou tout ce que vous voulez. C'est devenu un lieu commun parce qu'on a sans arrêt sur les réseaux sociaux la montée de fausses nouvelles, de complots, tout ce que vous voulez. C'est devenu un lieu commun parce qu'on a vu le pouvoir des images pour faire passer des scandales. Mais la première fois qu'on m'en a parlé, ce n'était pas du tout un lieu commun, et c'était il y a 30 ans, à l'époque où j'étais élève à l'école normale supérieure en mathématiques, 30 ans exactement, 1995, et ce n'était pas mes brillants professeurs de mathématiques ou d'informatique qui m'en ont parlé. Certains de mes professeurs de l'époque sont devenus des vedettes incontestées du domaine. Marie-Paul Cagny, vedette mondiale de la génération d'univers graphiques, Emmanuel Bacri, grande vedette de l'interface entre intelligence artificielle et santé, etc. Mais ce n'est pas eux qui m'ont alerté sur le danger démocratique que pouvait faire peser l'intelligence artificielle. C'était des élèves de l'école voisine des Arts Déco qui étaient venus faire la fête avec nous dans ce qu'on va appeler une boom inter-établissement, et qui étaient là à discuter. Alors j'étais déjà un peu politique puisque président de BDE à cette époque-là, et qui étaient là à discuter, à m'expliquer comment les algorithmes, avec de la génération de textes et d'images plus vraies que nature, allaient faire peser
une menace sur le fonctionnement démocratique de la société. On était en 1995, à l'époque où les échanges par Internet, vous alliez dans une salle spéciale avec des consoles, vous étiez content quand vous receviez un mail, vous dites tiens, ça alors, on m'a écrit aujourd'hui et tout ça. Et ça paraissait juste incroyable de se dire que la société est devenir tellement numérique qu'on allait avoir ce genre de défis et de problèmes. Et j'avais beau programmer sans aucun doute 100 fois mieux qu'eux, hein, et dans 5 ou 6 langages déjà à cette époque-là, eux, ils étaient étudiants en art, quoi. Ben, c'est eux qui avaient pointé, et sans doute ils avaient un séminaire organisé avec peut-être des sociologues de la technique, des philosophes de la technique, il y a de grandes traditions en France là-dessus, et en se basant sur des questions liées à nous, humains, des questions sur la façon dont sur nos rapports de force, sur notre rapport à la réalité, ils en étaient arrivés à ces conclusions et ces prédictions. Et eux, ils étaient bien plus dans le vrai des problèmes qui allaient venir à la société que nous autres, qui programmions et qui démontrions des théorèmes. Donc ça a bien gardé en tête le pas de côté ou la multiplicité des points de vue qui est importante pour aborder ces questions d'intelligence artificielle. Ici, mon rapport de 2018, que vous aviez la bonté de citer tout à l'heure, cher Olivier Biscay, s'il a effectivement marqué, c'est aussi parce que, avec moi, j'avais une vraie équipe interdisciplinaire où il y avait des spécialistes, l'un grand spécialiste de programmation, l'autre un spécialiste de droit, spécialiste de philosophie, et que le regard croisé était bien plus riche que juste de regarder le point de vue de l'expert. Alors, on va maintenant insister sur la nature de cette révolution d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas, et du point de vue des sciences et des techniques, en quoi elle est singulière. Et premièrement, on va insister sur le fait que, contrairement à bien d'autres révolutions scientifiques et techniques qu'on a connues, celle-ci est extrêmement pragmatique, avec beaucoup plus de recettes que de théories. Je vous parlais de 2012, quand les réseaux de neurones se sont mis à battre tous les autres algorithmes. Pourquoi ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Pourquoi est-ce que les réseaux de neurones étaient si efficaces? Pourquoi ça n'a pas été prédit? À l'heure d'aujourd'hui, personne n'a les vraies réponses à ces questions-là. Ne surtout pas croire que c'est une fadaise d'IA qui a pris son autonomie, de conscience qui a émergé ou qui sait quoi. C'est juste qu'on n'est pas assez malin pour comprendre pourquoi la structure de ces réseaux de neurones, on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez, de quoi c'est fait, mais pourquoi est-ce qu'ils sont si efficaces, ça dépasse notre entendement. Alors, on peut se gargariser des possibilités que ça apporte. Monsieur Altman, l'un des fondateurs d'OpenAI et le grand patron actuel, explique dans son manifeste que c'est le fait majeur de notre civilisation aujourd'hui, le fait que les réseaux de neurones marchent si bien, on peut douter de ça, mais j'aimerais insister. On a des réseaux de neurones très performants pour résoudre plein de tâches sans avoir la théorie qui va avec et qui nous dirait le pourquoi et qui analyserait qu'est-ce qui fait que telle tâche, on peut la faire aussi rapidement et telle autre, non. Et puis, il y a autre chose. Il y a une douzaine d'années, quand les méthodes ont commencé à devenir tellement efficaces, ici et là, vous entendiez des spécialistes dire va venir le moment où on va faire de la science avec de l'intelligence artificielle. Faire de la science avec l'intelligence artificielle, ça peut vouloir dire deux choses. Soit avoir de l'IA qui permet de résoudre certains problèmes qui vous aident dans votre travail scientifique. Ça a été le cas en chimie de façon très efficace avec les logiciels de DeepMind pour prédire comment une grande protéine, quelle va être la grande protéine, quelle va être sa forme à partir de sa suite d'acides aminés. Et ça, c'est un outil très efficace au service de la science. Mais la science, ce n'est pas juste une affaire de prédiction, une affaire de savoir qu'est-ce qui fait cela, une affaire de propriété. C'est aussi une affaire de compréhension. Quelles sont les lois? Citation du grand Henri Poincaré, on fait la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres, mais une science n'est pas plus un amas de faits qu'une maison n'est un amas de pierres. Une science, c'est quelque chose qui vous donne des faits, mais qui en plus les ordonne. Vous dites tel principe est important, telle loi est importante, tel principe directeur nous permet d'avancer. Quel est le bilan aujourd'hui dans les sciences de l'intelligence artificielle là-dessus? Très faible. Et il y a 10 ans déjà, les experts disaient, vous allez voir,
Bientôt arriveront de nouveaux concepts ou de nouvelles lois, de nouveaux théorèmes, de nouvelles réactions peut-être qu'on va découvrir et comprendre grâce à l'IA. Globalement, on attend toujours. En revanche, c'est vrai, beaucoup de formules ont pu être découvertes, beaucoup de problèmes techniques ont été résolus et on connaît beaucoup plus de faits qui attendent encore des explications cependant. Et ceci doit nous conduire à beaucoup d'humilité. Pragmatisme donc, parce que vous avez là un sujet qui est extrêmement expérimental. Et hélas, aujourd'hui, les algorithmes qui marchent le mieux sont juste les plus gros. C'est vous dire aussi, ça c'est assez humiliant, on a l'habitude de se dire, quand on va résoudre un problème, c'est pas la puissance, mais c'est le fait qu'on soit malin, qu'on va percer au bon endroit, la force d'imagination, etc., etc. Mais aujourd'hui, en matière de réseau de neurones, plus il est gros et mieux ça marche, ce qui est certainement un indice qu'on n'a pas les vraies bonnes façons, les vraies bonnes architectures. Donc, très expérimental, c'est la première chose sur laquelle j'aimerais insister pour l'IA. Deuxième chose, une intelligence artificielle, les intelligences artificielles aujourd'hui par rapport à d'autres sciences, elles se construisent beaucoup plus que les autres sur des boucles de partage de connaissances, de partage de pratiques, interface entre programmeurs et usagers. Si vous prenez intelligence artificielle pour la médecine, ce n'est certainement pas le programmeur qui trouve le bon algorithme qui va vous résoudre le problème, c'est la coopération entre le programmeur et le médecin et la boucle répétée des pratiques qui fait avancer les choses. Donc, une science qui, par nature, va être beaucoup plus transversale, beaucoup plus en contact et en échange que d'autres. Et troisième caractéristique importante, une science qui, bien plus que d'autres sciences, est en même temps imbriquée dans des faits de société et dans le buzz. Il y a quelques années, quand je travaillais sur le rapport intelligence artificielle, j'avais été très frustré de ne pas pouvoir donner de définition précise à l'intelligence artificielle. Vous savez, les mathématiciens, ils aiment les définitions. Et aujourd'hui, je crois que j'ai la définition. On appelle intelligence artificielle toute technique électronique d'automatisation de tâches qu'on aurait cru réservée aux humains et qui attire le buzz. Et ça semble une blague, mais ça ne l'est pas. L'expérience montre que si ça n'attire pas le buzz, on ne l'appelle pas de l'intelligence artificielle. C'est que quand il y a cette condition de buzz qu'on va l'appeler intelligence artificielle. Et évidemment, ça entraîne aussi toutes sortes de biais, toutes sortes de dérives. Le buzz devenant presque consubstantiel au développement. Certains arrivent très bien à garder la tête froide à travers le buzz. C'est le cas de chercheurs comme Yann Lequin. D'autres s'y perdent complètement, dans un sens et dans un autre. Et au niveau des entreprises, des institutions, ça peut être aussi extrêmement déroutant. Et vous avez là un sujet, le sujet scientifique, depuis que j'ai commencé ma carrière scientifique, à coup sûr le sujet dans lequel il y a le plus de fausses nouvelles et le plus d'intox. Tous les jours, vous en avez. Clairement, certaines sont programmées très régulièrement pour entretenir un buzz qui, pour certains, est une façon d'attirer les milliards, pour d'autres, une façon de se gagner une petite place dans la sphère médiatique. Arrivé à ce point, si vous êtes un particulier ou une institution, quelle est la bonne façon d'aborder les questions d'intelligence artificielle pour vous? Quand je dis pour vous, ACMA, CGM, avec évidemment des questions de transport, des questions logistiques, des questions médiatiques. Quelle est la bonne façon d'aborder ces sujets d'intelligence artificielle? Je ne vais pas vous donner de recette magique, mais il y a les grands principes qu'il faut garder en tête et que mon expérience depuis le rapport de centaines de tables rondes et de débats a conforté. Et les trois mots-clés, ceux que j'avais choisis pour donner la lecture du rapport, trois mots-clés qui, je crois, sont les bons trois mots-clés guides d'une attitude responsable. Expérimentation, partage, souveraineté. Un trépied. Premièrement, je vais parler de l'expérimentation.
sur un sujet qui est aussi expérimental et sur un sujet sur lequel nous n'avons pas les grandes lois, les avancées, elles se font de façon extrêmement expérimentale, pragmatique. Et il ne faut surtout pas se lancer dans des grandes prédictions sur ce qui va marcher ou pas. Il faut l'essayer. Plus que pour bien d'autres sujets de physique ou de biologie. C'est un sujet qui s'expérimente. Et ça demande une activité de recherche et développement, ça demande des contacts avec tout ce qui se fait. Chaque jour, dans ce sujet, arrivent des nouvelles recettes, nouvelles façons de traiter les algorithmes. Et dedans, il y en aura certainement 1% qui s'avérera extrêmement efficace, mais ça s'expérimente et ça s'expérimente. Et tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ce qui marchera. Deuxièmement, le partage. Vous avez là une activité qui, comme je le disais, fonctionne bien que quand il y a l'interface entre le développeur, le scientifique, le programmeur et l'usage. Et qui demande à tous les niveaux un partage de compétences, une communication, un partage des données, un partage d'informations sensibles. C'est un sujet qui demande de la discussion bien plus que d'autres. Et troisièmement, la souveraineté. Souveraineté, ça veut dire à la fois souveraineté au sens politique, géopolitique, sur un sujet où les développements sont si rapides et sur un sujet où certains sont tellement habiles à attirer le buzz et les milliards, il est important de construire son développement technique à l'intérieur d'un projet de société, en se demandant comment est-ce qu'on veut favoriser les gens en qui j'ai confiance, nouer des relations et un partenariat sur lequel je pourrais me reposer le moment venu et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas juste écrasé à terme, comme c'est visiblement le rêve de certains des grands entrepreneurs en la matière. Mais souveraineté, c'est aussi la souveraineté des usages. Quels sont les usages qu'on veut garder? Quels sont les usages qu'on est prêt à laisser? Qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a des sujets et des révolutions scientifiques dans lesquelles quelqu'un arrive et vous dit « Tenez, voilà quelque chose, j'ai mon invention qui va vous permettre de faire ceci et cela » et ça se retrouve à tout balayer. Mais l'IA, ça ne marche pas comme ça, du moins pas ce qu'on a vu jusqu'à présent. Les exemples où ça marche, les exemples où on commence, qu'on soit un individu ou une entreprise, à se demander en son fort intérieur, en réunion de brainstorming ou ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est notre mission? Et quels sont les usages éventuels pour lesquels l'intelligence artificielle serait là? À garder en tête, l'intelligence artificielle relève de la sphère de diagnostic, de l'analyse, de l'organisation des connaissances, pas de la sphère de la physique, pas de la sphère de la biologie directement. Et ça fait quand même énormément d'usages. Il n'y a pas longtemps, dans une conférence, je voyais la présidente d'une caisse d'assurance maladie qui me disait « On a fait des réunions en interne en se demandant quels usages on peut faire avec l'intelligence artificielle. » Et on a trouvé plus de 70 cas d'usage qu'on aimerait expérimenter et qui nous permettront peut-être de progresser. La première étape, c'est bien ça, se demander qu'est-ce qu'on aimerait faire avant tout. Et quand on dit qu'est-ce qu'on aimerait faire, c'est aussi se poser la question des ordres de grandeur. Pas passer une énergie considérable comme ceci pour un gain qui sera comme ça. Ou pas arriver sur le mauvais gain. Et se demander où est-ce que ça va aider. Sur des questions de traitement de l'information, comme je vous le disais, gain considérable. Mais on a vu avec l'intelligence artificielle aussi arriver tous les problèmes de la communication personnalisée, la perte de lien entre les uns et les autres, le développement des arnaques, la génération de fausses nouvelles et la perte de confiance. Encore ce matin, une de mes amies m'a envoyé un lien sur lequel un article internet parlait d'une interview que j'aurais faite avec Yves Calvi. Tout était là, les noms, l'interview avait été stoppée par crainte du scandale. J'avais parlé d'une technique révolutionnaire pour gagner de l'argent. Et c'est ce secret extraordinaire, hein, avec telle ou telle manipulation, on pouvait aller visiter le site pour voir le secret que j'avais voulu révéler et dont on m'avait empêché. Et ce genre de truc, il tourne. Alors ça remplace Cédric Villani par tel autre, tel autre, tel autre. Vous avez des références, vous avez des noms, et ce genre de choses peut être engendré en une milliseconde par l'intelligence artificielle. Et ça envahit l'Internet de nouvelles qui sont difficiles ou impossibles à contrôler. Et donc, vous avez dans toute cette panoplie, vous voyez, intelligence artificielle, très bon pour
amener les gens à réagir à tel truc, très bon pour aller en proximité, s'inviter, se montrer, se frapper, très mauvais pour nouer un lien de confiance dans la durée. Et ainsi de suite. Parlons de la question énergétique, intelligence artificielle, très bon pour optimiser l'énergie sur des processus, mais dans bien des cas, l'optimisation d'énergie, elle est limitée. Elle ne peut pas aller plus loin que des barrières physiques qui sont extrêmement exigeantes. Elle demande elle-même une énergie considérable. Il y a bien des cas dans lesquels vous allez vous retrouver à optimiser de l'énergie dans votre processus et en même temps, soit directement faire mouliner une IA avec une débauche d'énergie ou encourager par l'usage la débauche d'énergie de manière phénoménale en intelligence artificielle. Ou bien, de façon plus générale, si on peut se poser sur la question économique, songez que le monde aujourd'hui est en train d'utiliser chaque année plusieurs pourcents de PIB mondial à faire sa transition numérique, à s'équiper en intelligence artificielle de tous les côtés. Ce sont des investissements qui se comptent en milliers de milliards. Est-ce que le monde, pour aller mieux, a besoin de mettre des milliers de milliards dans le passage à la transition numérique? Je n'en suis pas sûr. Nos économistes du développement soutenable, ils sont formels en revanche. C'est la quantité qu'on a besoin de mettre dans le développement soutenable, mais qui aujourd'hui n'y est pas. Le compte n'y est juste pas. Il s'en faut d'un facteur 10. Et finalement, il faut se poser la question, et ça peut être aussi bien au niveau de l'économie mondiale qu'au niveau du cerveau des dirigeants, qu'au niveau du temps qu'on lui accorde dans nos débats. L'un des plus grands dangers de l'intelligence artificielle, ce serait d'agir comme une gigantesque diversion de l'humanité, occupée à consacrer toute son attention et toutes ses ressources à ce sujet, sans regarder les vrais problèmes. Et donc, il faut le mettre à sa place, intelligence artificielle, un sujet fascinant, passionnant, par ses nouvelles perspectives, parce que ça aussi suggère d'inconnus qui restent à découvrir sur des lois importantes derrière le sens et l'intelligence, mais intelligence artificielle, pas le sujet vital de l'humanité. Chers amis, j'ai été trop long dans cette introduction, mais on aura le temps de revenir sur bien des points que vous voudriez approfondir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cédric Villani. Un peu long mais passionnant, comme à l'habitude. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis très heureux de vous retrouver. On a eu l'habitude à plusieurs reprises d'échanger, et dernièrement d'ailleurs dans la Provence, pour une interview que nous avions publiée. Alors beaucoup de sujets évidemment suscités au travers de votre échange. Vous parliez de cette curiosité et du fait que vous étiez tombé en amour obsessionnel pour la technologie, l'intelligence artificielle. Vous avez le sentiment qu'en France, les citoyens sont aussi tombés en amour obsessionnel pour l'intelligence artificielle. Quand on lit ici ou là les témoignages parfois qui mettent en avant l'inquiétude autour de l'emploi, autour de l'économie. Ils ont tout à fait, je ne vais pas dire ils ont raison, mais c'est tout à fait normal que les citoyens s'inquiètent pour un sujet dont on leur rabat les oreilles sans arrêt et qui reste extrêmement abstrait. Quelque chose qu'on ne voit pas mais qui plane est bien plus inquiétant que quelque chose qu'on voit. Certains amateurs de cinéma se souviennent peut-être de ce film classique Planète interdite, dans lequel le monstre est invisible et le fait qu'il soit invisible le rend bien plus effrayant. Le monstre abstrait est bien plus effrayant que le monstre concret. Et les psychologues vous le disent bien, d'abord pour surmonter sa peur, il faut arriver à la mettre et l'exprimer de façon tangible. Dans ce contexte de l'emploi que vous évoquez, en plus on n'est pas aidé parce qu'il y a quantité d'études sur l'avenir de l'emploi, ça fleurit sans arrêt, toutes se sont avérées fausses. Quand on regarde les anciennes études, par des cabinets qui ont pignon sur rue, par des économies techniques, etc., elles sont toutes fausses quand on les regarde a posteriori. Donc ça n'aide pas. Ce qui aide, et je l'ai testé personnellement des dizaines de fois sur le terrain, c'est quand on prend le temps de discuter avec les gens en personne,
qu'on répond à leurs questions et encore mieux, qu'en même temps on le fait avec des programmeurs, des gens qui vous disent ces petites expériences. Le fait d'avoir la possibilité d'un échange, pas avec la version commerciale, mais de façon commentée avec tel ou tel algorithme d'intelligence artificielle dans tel ou tel domaine, le fait de le voir plus en proximité, de le démythifier, de le démystifier, les deux, d'enlever à la fois la part de mystère et la part de mythe qu'il y a derrière, là, c'est quelque chose qui rassure. On ne peut pas nier cependant, et on le voit partout, que l'intelligence artificielle dont on parle pourrait, et vous l'avez d'ailleurs dit en introduction, provoquer des changements sociaux importants dans certains métiers. On évoquait la justice, par exemple, dans des métiers où, par exemple, il faudra encore se demander peut-être si des femmes et des hommes ont besoin d'être derrière des guichets, des bureaux, et donc, bref, la casse sociale. Ça, c'est un sujet dont les politiques ont parfois du mal à expliquer quand même les réalités. Sujet par sujet, métier par métier, il y a des questions à se poser. Et en particulier, se demander est-ce qu'on est face à un métier qui est, je dirais, constitutif de l'humanité dans notre société. Vous parlez de la justice, pour moi, ça fait partie de ces secteurs qui sont indispensables à la société, dans lesquels, par définition, j'insiste, par définition, on doit avoir des humains, des juges humains, des avocats humains, des procureurs humains qui sont là pour mener l'acte d'accusation, par définition, parce que c'est une activité humaine. Rien n'interdit à ces juges, à ces avocats, d'utiliser des algorithmes pour mieux se repérer dans la marée de la jurisprudence, pour éviter aussi certains biais, mais à la fin, ce sont des humains, parce que on veut être jugé par des humains, c'est une société humaine, il y a cette façon de passer devant les nôtres. Justice, je voudrais dire quelque chose. Ici, on a le spectre de la justice prédictive qui, à juste titre, fait peur. Et dans certains pays, c'est comme si vous aviez le jugement tout prêt qui est organisé à partir de dossier. Le thème de la police prédictive aussi, qui fait peur et à juste titre et qui a été interdit dans bien des situations. Mais il faut avoir en tête que la justice aussi humaine est pleine de biais et de problèmes. Il y a eu des études qui vous montrent, et des études très, très contrôlées. Vous en trouvez dans le célèbre ouvrage d'Anne Kahneman sur le système de pensée. Vous le trouvez dans l'ouvrage de Sunstein, Kahneman et Sibony sur cet ouvrage qui s'appelle Noise, extrêmement intéressant, qui vous montre la variabilité presque insupportable du système de justice. Selon que le sort vous a désigné tel ou tel juge pour telle ou telle offense, la peine peut aller du simple au double. Dans certains cas bien contrôlés, selon l'heure à laquelle le jugement est rendu, la décision sera positive ou non. Ça a été fait sur des expériences contrôlées, sur des mises en liberté conditionnelles. En gros, et c'est normal, le juge affamé, il est plus sévère que le juge repu. Et c'est normal, le juge est un être humain. Mais peut-être qu'on peut atténuer ce genre de biais avec une aide algorithmique. Mais à la fin, la responsabilité, si un jour, ce qu'a Dieu ne plaît, je dois me retrouver en prison, c'est un juge humain qui doit avoir prononcé la sentence. On en parlera avec quelques représentants du monde de la justice, il y en a ici dans cette salle. Alors, parlons en revanche de votre rapport en 2018, parce que vous le rappeliez, vous avez écrit ce rapport sur l'intelligence artificielle dans le cadre d'une mission parlementaire 6 ans plus tard. Il y a eu un autre rapport, c'est ça Rapport d'Anne Bouvreau. Oui. Absolument, coordonné. Quels éléments ont réellement été pris en compte de votre rapport parlementaire? Je pense à la formation, à l'enseignement supérieur, à l'éducation, qui pourraient aider des professeurs aussi à accompagner ce mouvement de l'intelligence artificielle. Le rapport était pris extrêmement au sérieux par le gouvernement, et je dois saluer en particulier Cédric O, qui avait fait un travail considérable en coulisses, d'abord en tant que conseiller du président, puis en tant que ministre pour la mise en œuvre. Et globalement, on a fait les comptes. J'avais fait les comptes en particulier avec Jean-Noël Barrot à l'époque où il était ministre du numérique. Et c'était il y a 2 ans, genre 5 ans après, si on fait les comptes, et on avait conclu que à peu près la moitié avait été bien mise en œuvre. Ce qui est très supérieur à ce qu'il y a d'habitude pour un rapport parlementaire. Le rapport de base, il se retrouve juste dans un tiroir avec juste quelques pourcents qui ont été effectués. Les points sur lesquels le gouvernement a bien réussi, bien tiré son épingle du jeu, ça a été en particulier la mise en place des pôles interdisciplinaires d'intelligence artificielle dans la case enseignement supérieur et recherche. Des points tels que institutionnels, tels que la mise en place du comité d'éthique,
Des points sur lesquels ça a été à moitié, ça a été par exemple en matière de médecine, la création de la plateforme de données de santé, le Health Data Hub. C'est allé au milieu du gué. Le Health Data Hub a été créé, mais pour des raisons bien plus politiques et sociologiques que techniques. Son opérabilité aujourd'hui est assez médiocre. Il faut une année entière en pratique aux chercheurs pour interroger et obtenir les résultats de la base de données, ce qui est extraordinairement long dans un monde qui est en développement rapide. Et plein de problèmes et de polémiques annexes ont été suscités par le choix de l'opérateur d'hébergeur de cloud. Donc là, c'est un exemple qui a été à moitié accompli. Un exemple qui n'a pas eu tout marché, c'est au niveau de l'éducation, globalement, et la formation. Ça a été pris plus à cœur dans le plan France 2030, mais c'était un peu un angle mort. Le gouvernement ne savait pas trop par quelle boule prendre. Également angle mort, la question féminine, la question de l'inclusion en général. Et on a eu ce sont des questions de culture encore. Quand au dernier Vivatech, on en a eu l'illustration, sur les 12 premiers orateurs, il y avait une seule femme, en l'occurrence la directrice générale d'Orange. Bien la preuve que ça n'a pas encore fait son chemin dans les plus hautes instances. L'idée que dans ce sujet, il faut activement, je dis bien activement, promouvoir la place des femmes là-dedans, aussi aux postes clés en particulier, qui sont les dirigeants, les chefs de projet, les programmeuses. Alors évidemment, la place des femmes, la place de l'éducation aussi dans la question de l'intelligence artificielle, parce que tout se jouera, alors on a l'habitude de le dire dès le plus jeune âge, mais c'est quand même une réalité qu'au collège, au lycée, on a besoin de former, de mieux accompagner ces jeunes sur les réalités de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs niveaux à distinguer. Et le premier, on va commencer au tout début, si vous voulez, parce que si on demande quels sont tous les problèmes d'éducation nationale, et si vous commencez à vous lancer là-dedans, tout le monde aura son avis sur la question. On a eu des débats sans fin en mathématiques pour savoir si en classe de première, il fallait l'option mathématiques séparée à l'intérieur. Mais l'important, c'est qu'un système d'éducation, le plus important, c'est l'école primaire. C'est là que les choses se jouent de façon bien plus importante en tant que socle pour la suite. En mathématiques, c'est de loin l'échelon le plus important pour la suite. Si vous n'avez pas une initiation au sens du nombre solide qui est faite à l'école primaire, la suite ne fonctionnera pas. Et donc, il n'y a pas des questions de miracle. Bien avant la question de l'initiation à l'algorithme et autres, cette question de l'école primaire, elle est fondamentale. Il y a 2 ans, les services d'évaluation du gouvernement tiraient la sonnette d'alarme en constatant qu'à l'issue de l'école primaire, par exemple, c'était un test, je crois que c'était... seulement la moitié des élèves interrogés étaient capables de répondre à la question suivante: combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure? 3 quarts d'heure écrit 3 sur 4, ou quart d'heure écrit QARTS, et vous aviez la moitié des petits élèves entrant en 6e qui étaient paumés là-dessus. C'est pas la peine de parler de sens de l'algorithme, de méthode statistique, de responsabilité IA, si vous avez un tel niveau de non-familiarité avec le nombre. Et les gamins qui arrivent en 6e maintenant, ils ont le même cerveau que ceux de la génération d'avant, mais il y a une grande crise dans l'éducation nationale en général, comme on sait. Donc l'école primaire, le stade le plus important. Ensuite, il y a plusieurs niveaux qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Il y a le niveau de l'initiation à l'algorithme qui doit commencer bien avant la programmation. Ce sont des questions de suite mécanique d'action. Il y a des startups impressionnantes qui vous font ça avec des Lego en bois et des choses comme ça. Et puis, il y a à différents âges l'accoutumance à ce que c'est que l'algorithme en termes d'éléments sociaux. Et on pourrait rêver de cours de philosophie dans lesquels on parle de telle et telle méthode d'algorithme et quelle vision de la société elles incluent, de la même façon qu'on pourrait rêver de cours d'histoire dans lesquels les éléments de développement des sciences et techniques jouent un rôle majeur. Alors, vous le développez, l'intelligence artificielle peut à la fois être à l'origine de choses extraordinaires et puis de choses plus effrayantes. Vous parliez d'éthique tout à l'heure. Est-ce qu'il faut un cadre plus clair dans notre pays, dans nos entreprises, dans nos collectivités, sur la question de l'intelligence artificielle? On évoque ici ou là des chartes, vous parlez de cap clair. Que faut-il, où en est-on dans notre pays? Le boulot a été fait. Des chartes, il y en a même pléthore. Trop, j'irai pas jusque-là, parce que
Faire la charte est aussi un exercice en tant que tel. Vous savez, c'est pas parce que tel a fait une charte, la charte que vous redécouvrez, que vous réexpliquez, elle a bien plus de valeur. Vous vous l'appropriez comme un élève qui, en faisant sa rédaction, s'approprie l'outil. Donc il y a des chartes mondiales, des chartes internationales et ainsi de suite. Il y a des comités d'éthique. Sur les questions numériques, on a tous les outils. On a par exemple en France le Comité national du numérique, le Comité d'éthique en intelligence artificielle, mais aussi la CNIL, mais aussi le contrôle européen de la protection des données. Vous avez et tous ces organismes sont dotés de chartes. La question des règles a été traitée et au cadre légal, le travail a été fait par l'Europe et bien fait. Certains diront un peu trop, mais moi je trouve que le travail a été fait avec des acronymes qui s'appellent RGPD, qui s'appellent DSA, DMA, EAIAC, tout ce que vous voulez. Le boulot a été fait. En termes juridiques, c'est une cathédrale juridico-réglementaire assez complète. Sur certains sous-sujets, la réglementation est un peu un carcan. Je pense en particulier au sujet de la santé, qui a des règles supplémentaires, et particulièrement en France, conséquence en particulier des scandales de sang contaminé et d'autres. Mais globalement, le travail réglementaire a été fait. Le sujet maintenant, il est beaucoup plus dans les usages, dans la pratique, dans la culture de dialogue entre les différentes sphères de la société. C'est de la pratique plutôt que des règles. Quand vous parlez des usages, il faut forcément parler d'investissement, de recherche, de fonds, de budget. Le gouvernement en cherche de l'argent, hein, on l'a bien noté depuis des années maintenant. Quand le président Macron annonce 109 milliards d'euros sur plusieurs années autour de l'intelligence artificielle, vous qui voyagez, observez ce qui se fait aux États-Unis, en Chine, en Europe, c'est suffisant? C'est trop peu? On est loin des ambitions? Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, ici même dans cette salle, je me souviens, après la conférence sur l'IA dans le temps, j'avais rencontré un cadre d'une entreprise super vedette de techniques d'intelligence artificielle, entreprise mondiale, qui m'avait dit, c'est drôle, et il avait les cheveux un peu grisonnants, il m'avait dit, c'est drôle, j'ai connu le temps où on comparait nos forces les uns les autres en fonction du nombre de collaborateurs, puis celui où on se comparait en termes de milliards de capital. Maintenant, on se compare en termes d'énergie. Combien de kilowattheures on peut mettre sur la table? Et donc, ça, c'est pour dire le nombre de milliards, s'il n'est pas suivi de la réalisation physique, et réalisation physique, ça veut dire aussi bien du matériel informatique et de la matière grise pour le faire tourner, il a peu d'importance. Ensuite, il y a la question de d'où viennent les milliards. Est-ce que ce sont des investissements qui viennent de telle ou telle culture ou pays ou entreprise amie ou pas? Et donc, il y a une part de jeu aujourd'hui. Tous les chefs d'État sont là en train de dire tant de milliards, à une époque où le président américain disait non, les Saoudiens ne peuvent pas mettre moins de 1000 milliards et tout ça. Bon, il y a une bataille où le milliard est devenu comme une sorte d'unité pour aussi impressionner les autres. Il y a effectivement, évidemment, besoin d'argent et besoin d'investissement, mais aussi d'investissement qui se fasse en confiance sur des acteurs qu'on connaît, dans un plan concerté où on voit qu'il y a les secteurs du physique, les secteurs de la mise en place des équipes, la culture se met en place. Certains pays se sont fait une spécialité de dilapider les milliards et de les faire disparaître comme neige au soleil, sans qu'on ait vu vraiment d'investissement dans la durée. Et il faut garder ça en tête. Mais vous ne répondez pas tout à fait à la question. Est-ce que le plan Macron ou le plan français pour l'IA est suffisant par rapport aux enjeux que vous décrivez depuis tout à l'heure et par rapport aux autres pays européens, aux autres pays du monde? Y a-t-il des différences que vous observez? Il est dans les ordres de grandeur qui vont bien à condition qu'on prenne l'échelle européenne en compte. Pas l'échelle française, l'échelle européenne. Et quand on voit, on ne peut pas faire les comparaisons juste directement entre les investissements qu'on peut trouver en France et les investissements que l'on se trouve aux États-Unis. Premièrement, comme on sait, la culture d'investissement n'est pas la même, le buzz n'est pas le même, la taille de marché n'est pas la même. Et la quantité de matière grise que vous pouvez mettre sur la table n'est pas la même. En revanche, si on regarde à l'échelle européenne et qu'on intègre le plan français dans ce qui serait un grand plan européen, les ordres de grandeur sont là et, au moins aussi important pour moi,
la matière grise est là. Là, il y a suffisamment, bien suffisamment de ressources clés, de chercheurs habiles et d'entreprises avec une grande tradition de recherche et développement en Europe pour relever le défi. Dernière question avant de passer aux questions de la salle, Cédric Villani. Voyez-vous un effet totalement effrayant de l'intelligence artificielle sur ce que vous absorbez du monde? Je pense par exemple au conflit, à la guerre. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être un atout ou bien un frein à toute pensée rationnelle? Intelligence artificielle, si vous y réfléchissez, c'est là pour venir faire de l'analyse et du diagnostic, donc rehausser un peu n'importe quelle tâche que font les humains. Bon. Faut pas avoir fait de grandes études pour réaliser qu'à l'échelle mondiale, les comportements des humains sont bien plus dictés par l'irrationnel que par le rationnel. Bon. Et pas non plus avoir fait besoin de grandes études pour voir que, en période de tension, presque la réponse universelle que les humains ont trouvée dans l'histoire s'appelle la guerre. Et pas non plus de grandes études pour voir qu'on est dans une période d'augmentation de guerre et de déclin au niveau mondial de la démocratie. Toutes ces tendances, je dirais presque mécaniquement, vont être amplifiées par l'IA. Et vous parlez de guerre, personnellement, c'est un sujet qui me ferait faire bien plus de cauchemars que le spectre de l'IA en tant que tel, c'est celui de la guerre. L'IA, elle peut aider la guerre, entre guillemets, aider, en tout cas à la renforcer à tous les niveaux. Sur le terrain, ce sont des drones pilotés qui vont venir faire comme ceci et comme cela, être agis. Et en ces dernières années, on a vu l'évolution des drones face aux chars, face aux armes lourdes. Et c'est un mouvement qui est en cours et qui est impressionnant, inquiétant pour l'humanité en général, mais en tout cas impressionnant. La guerre, ça va aussi quelque chose qui se fait sur la bataille de l'information, que ce soit le fait d'avoir accès, le fait de faire de l'espionnage, d'avoir accès aux informations de tel ou déploiement de telle ou telle armée, et ainsi de suite. Et donc là, bien sûr que l'intelligence artificielle joue déjà son rôle, mais aussi dans le conditionnement des esprits. Et on a vu, au fur et à mesure des dernières années, à quel point les méthodes par IA, elles pouvaient être efficaces. Ça a commencé en 2016 avec le vote pour le Brexit, dont on sait qu'il a été influencé, sans qu'on puisse aujourd'hui dire si ça a été déterminant ou pas, mais en tout cas qui a été influencé par la bataille menée à l'époque par les spécialistes de publicité ciblée, les gens de Cambridge Analytica, modèle de personnalité. Et évidemment, dans le conditionnement des peuples et des affaires diplomatiques, l'IA joue aussi son rôle. Donc tout ça, ça vous montre des dangers supplémentaires, si vous voulez. Tout à l'heure, je parlais de la bombe atomique. Quand la bombe atomique a explosé, il y a eu les deux mouvements. Il y a eu une fascination, il y a eu une sidération, il y a eu un tonnerre d'éloges pour ce qu'allait apporter la compréhension de l'énergie atomique pour le monde entier. C'est assez cocasse de les relire maintenant. 1945, vous voyez tous la communauté des plus grands physiciens de l'époque disant ah, c'est bon, d'ici quelques années, on passera entièrement à l'énergie atomique, on l'utilisera pour tout, on n'aura plus du tout besoin de pétrole. C'est assez cocasse quand on voit qu'aujourd'hui, on utilise globalement à l'échelle mondiale 7 fois plus d'énergie fossile qu'en 1945. Et en même temps, il y avait, oui, mais ça va être un fardeau pour l'humanité. Et effectivement, ça a été des budgets considérables qui ont été engloutis dans des bombes dont le but était de ne jamais servir. Ça a été des traumatismes pour un ensemble de la population. Ça a été bien sûr la quantité de morts à Hiroshima, à Nagasaki. Et donc, c'est l'un de ces exemples où la percée scientifique extraordinaire s'est accomplie d'un grand fardeau. Ben, ce qui est sûr, c'est que dans l'avenir, on va passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à canaliser nous-mêmes ces propres forces qui ont été, qui sont amenées par l'intelligence artificielle, mises au service de certains de nos instincts. Prendre un autre exemple qui est lié, celui de la cybersécurité. Ouais. Frédéric Poupard, Guillaume Poupard, pardon, l'ancien directeur de l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes de sécurité informatique, a coutume de dire qu'en gros, à la louche, pour être bien équipé contre les attaques, on devrait à peu près passer 5% de notre budget en cybersécurité. Considérable, ce sont des sommes phénoménales. Rien que pour que
rien que pour empêcher que quelque chose se produise. Et cybersécurité, on a vu, les cyberattaques, ça touche tout le monde, y compris la prestigieuse université de Paris-Saclay, qui, l'été dernier, s'est retrouvée mise à bas par une cyberattaque qui a effacé des mois de données sur les serveurs et ainsi de suite. Donc on a ce fardeau. Bah oui, l'informatique, ça a été extraordinaire, mais il y a tellement de temps qui est passé à canaliser. Un peu comme nos emails. Vous savez, entre 90 et 95% des emails mondiaux sont des spams, et nous passons énormément d'énergie dans nos anti-spams à canaliser tout ce qui est produit qu'on ne voudrait pas justement que ça produise. Ça fait partie des destinées humaines, cher ami. Merci Cédric Villani, qu'on peut applaudir évidemment. Merci. Alors, ce n'est pas terminé. Cher Cédric Villani, des micros vont circuler. Qui voudrait poser la première question? Alors, ici, au fond, écoutez, un micro vient circuler. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît, Merci. et puis posez votre question, je vous en prie. Merci, Akram Toumani. Je suis data ingénieur à la plateforme. Donc, ma question, moi, monsieur Villani, dans un contexte où les modèles d'IA sont majoritairement développés par des entreprises privées avec des intérêts économiques, ce qui est logique, comment peut-on concrètement garantir que les usages de l'IA au service du bien commun ne deviennent pas des exceptions anecdotiques? Et une autre question, et quel rôle les institutions publiques en France jouent pour ce rééquilibrage, justement? Merci. Merci, monsieur. Cédric Villani. Est-ce qu'on prend les questions dans l'ordre? Oui, allez-y, je vous en prie. Ouais. Merci. C'est l'occasion d'abord de saluer la plateforme. Je suis admiratif du boulot que vous faites. Et j'ai vu Cyril Zimmerman ici qui s'est glissé discrètement. On a animé ensemble ici à Marseille l'an dernier, en même temps que le forum CMA, un forum méditerranéen dans lequel on est engagé et qui sera réédité l'an prochain. Ça sera en Tunisie cette fois, qui est l'occasion pour toute la communauté méditerranéenne, autour de personnalités comme avec Karima Mellal, l'ambassadeur de la Méditerranée, parmi les organisateurs, pour parler en tant que société sur cet ensemble de territoire de ce qu'on veut, de ce qu'on peut, de ce qu'on souhaiterait que l'IA fasse. Alors, premièrement, je fais partie de ceux qui espèrent et veulent bien croire que les intérêts privés peuvent aussi participer au bien commun. Et certes, dans bien des cas, ce n'est pas le cas, mais dans bien des cas, ça se fait aussi, je veux le croire. Il est certain que si on veut juste que les institutions publiques s'occupent de l'intérêt public et que pour tout ce qui est le bien vivre ensemble, le projet d'avenir, on ne fasse confiance que à la sphère publique pour ça, le compte n'y est pas et les forces en puissance ne sont pas là. Même dans un pays avec un fort secteur public, le secteur public ne représente qu'une minorité des forces économiques et des forces humaines en présence. Et donc, il faut embarquer tout ou partie de la sphère privée aussi. Ça doit se faire avec des questions de loi, ça doit se faire aussi avec des questions de culture. C'est déjà les philosophes de Lumière, les Beaumarchais et autres disaient Condorcet et autres disaient le premier garant du bien public, Condorcet et Montesquieu, l'esprit des lois, le premier garant de l'intérêt public, c'est la culture, l'esprit commun, la vertu commune, plus que les lois. On fait la loi quand justement on a besoin d'imposer une règle que les gens ne vont pas naturellement suivre. Et comme je disais tout à l'heure, les lois, on a tout ce qu'il faut. C'est bien plus sur le fait de vivre ensemble, de la culture et l'interface importante entre la partie publique et la partie privée qu'il faut travailler là-dessus. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, très important l'interface entre institutions publiques et institutions privées, aussi parce que les institutions publiques sont, en matière de recherche, par excellence, les institutions du temps long. En intelligence artificielle, il est très courant, même dans une grande entreprise, quand il y a un projet de recherche qui est lancé, de tuer, de killer, comme j'ai entendu dire bien des fois dans un secteur qui aime beaucoup les anglicismes, un projet qui ne marche pas au bout de quelques mois. En université, on va attendre quelques années, on peut attendre 10 ans. Et on a vu, et on voit, et on connaît des sujets qui ressurgissent après 20 ans, 30 ans. Les universités, c'est le cadre du temps long. Et c'est normal et c'est bien comme ça. Et dans les entreprises, bien souvent, c'est le cadre du temps court.
Et si on n'avait pas le temps court, on n'aurait pas la possibilité de lancer autant de recherches différentes. Si on n'avait pas le cadre du temps long, on n'aurait pas la possibilité de faire des programmes de recherche qui vont donner des résultats qu'après beaucoup d'essais infructueux. Dans un contexte juste de développement normal d'entreprise, les programmes de Bengio, de Lequin, ils auraient été tués longtemps avant qu'ils aboutissent. Il y a des grandes entreprises qui font de la recherche sur le temps très long. Et historiquement, les Bell Labs étaient connus pour faire des recherches qui duraient sur des générations entières, mais ça reste des exceptions. Et le temps long, il se fait bien souvent dans les institutions publiques. Donc l'interface entre les deux est importante. Je vous disais tout à l'heure, l'IA, c'est un sujet qui se partage et c'est un sujet dans lequel c'est important d'avoir ces écosystèmes, si je puis dire. Et quand on a monté, dans le rapport, c'est une des recommandations, les instituts 3IA, Institut interdisciplinaire intelligence artificielle, le mot interdisciplinaire était là pour rappeler qu'il y avait besoin de transversalité entre les acteurs. Et donc le rôle pour les publics, il est aussi dans l'incitation, dans l'émulation, dans le fait de prendre certains programmes de recherche et d'être en interface avec les uns et les autres, en faisant attention aux conflits d'intérêts, en faisant attention au mélange des genres, mais c'est important l'interface entre les deux. Une autre question. J'ai vu deux mains se lever tout à l'heure. Oui, allez-y, je vous en prie. Question par ici. Micro circule. Allez-y, je vous en prie, posez votre question. Bonjour, Séverine Grégoire, je suis en charge du département Innovation et Intelligence Artificielle à la CMA-CGM. Félicitations. Merci. Monsieur Villani, j'ai une question. Comment réagissez-vous aux propos des géants de la tech comme Bill Gates qui a annoncé il y a une dizaine de jours lors d'une interview la fin du travail dans une dizaine d'années avec l'arrivée de l'AGI, donc cette intelligence artificielle supérieure à l'intelligence humaine? Oui, alors... Bill Gates, c'est quelqu'un de très intelligent, il n'y a pas de doute, et quelqu'un de, je crois, sincère, il n'y a pas de doute. Mais voilà. Je l'attendais bien quand même, oui. mais la fin du travail, mais c'est pas possible. D'abord, l'histoire est jonchée de gens qui ont prédit la fin du travail, y compris des gens qui étaient les meilleurs dans leur parti. Il y a un siècle, c'était parmi mes deux exemples préférés, c'était au début du XXe siècle. Vous avez d'une part Jean Perrin, qui à l'époque était le scientifique le plus célèbre de France, le plus influent, l'un des découvreurs des atomes, prix Nobel adulé. Sa parole suffisait à booster les budgets de recherche nationaux, ça a bien changé. Et il annonçait, il prédisait que à l'échelle du début du XXIe siècle, il n'y aurait plus besoin de travailler, il n'y aurait plus besoin d'agriculture, la chimie ferait tout le travail. On aurait des semaines de 10 heures, on passerait notre temps à se cultiver et à se distraire et tout ça. Et à la même époque, Keynes disait la même chose. Il disait, ouais, il y aura d'ici 70 ans, plus de travail et tout ça. Alors lui, voyait ça plutôt avec crainte. Il disait, comme la grande bourgeoisie désœuvrée, les gens se perdront dans des querelles byzantines, ce sera une décadence pour la société et tout ça. Ben, quand vous voyez, vous trouvez là, un siècle plus tard, on travaille un peu moins qu'il y a un siècle, un peu moins, il y a des accords, des syndicats qui sont passés par là, etc. Mais on travaille. L'agriculture, d'ailleurs, est toujours le secteur le plus important pour l'humanité, toujours un secteur dans lequel il y a besoin d'embaucher, et ainsi de suite. On travaille encore. Donc je pense, avec tout le respect dû, le collègue Gates, il va se retrouver en bonne compagnie parmi tous ceux qui ont fait ces grandes prédictions. Alors pour l'AGI maintenant, l'intelligence artificielle générale et tout ça, ça fait partie du buzz organisé, gigantesque. Et c'est là pour attirer l'attention, les milliards. Ça marche bien, mais c'est de la science-fiction. Est-ce que c'est de la science-fiction également d'avoir une société totalement aux mains de la robotisation? Vous savez bien, là aussi, quand on, je ne sais pas si on veut effrayer ou en tout cas enthousiasmer, ça dépend où on se place, mais ce monde de demain aux mains de la robotisation, des robots, enfin bref, la fin de l'humain, quoi. Il y a un truc à voir. Si on fait des entreprises et des projets d'université, c'est pas juste pour apporter à l'humanité tout chaud sur un plat, je sais pas, un mélange de jus d'orange et de poudre qui permet de le tenir en vie et de le distraire en regardant des jeux vidéo. C'est pour le plaisir de travailler ensemble aussi, d'avoir des projets ensemble, de faire des accomplissements ensemble. C'est constitutif d'humanité. Pour le coup, le travail, c'est pas juste un truc qui sert
à produire X à partir de Y. C'est une façon de faire des choses ensemble. Et on dépérit si on n'a pas des projets à faire les uns avec les autres. Et donc, ce spectre de projets et d'entreprises entièrement robotisés, c'est de toute façon un spectre qui serait plus un cauchemar qu'une... Alors, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des tâches abominables, répétitives, lourdes, fatigantes, que ce sera bien d'automatiser et de remplacer. Parenthèse, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a créé paquet de ces tâches pénibles et traumatisantes, y compris les gens qui passent leur journée à analyser des vidéos violentes pour mieux entraîner les IA qui détectent les vidéos violentes et qui, dans certains cas, se retrouvent avec des syndromes traumatiques, y compris les gens qui ont été payés quelques dollars de la journée pour entraîner ChatGPT et d'autres pour que leurs réponses soient aussi proches possibles que des humains. Ces gens-là, et on les appelle les travailleurs du clic, sont bien documentés. C'est une sorte de sous-prolétariat mondial qui est une résurgence de néocolonialisme et ce ne sont pas des emplois rigolos pour beaucoup d'entre eux. Une question par ici. Oui, bonsoir Cédric, Jean-Christophe Tortora, CMA Média. Peut-être d'abord une information, cher Cédric. Tout d'abord, c'est que là, cette année, les 13 et 14 novembre, je le dis à toutes et à tous, l'AIM est de retour à Marseille pour le plus grand événement sur l'intelligence artificielle en France. Et ça sera cette fois-ci 2 jours au Stade Vélodrome, 13 et 14 novembre, donc déjà dans votre agenda. Et j'espère, Cédric, que tu reviendras cette année. Avec plaisir, mon ami. Moi, je vais venir un peu soutenir ma collègue Séverine Grégoire parce que je te trouve très optimiste. Enfin, moi, je suis de nature optimiste, mais quand on regarde... que j'ai parlé de guerre, et tout, mais il me trouve optimiste quand même. Mais quand je regarde la version aujourd'hui, pour celles et ceux qui l'utilisent, la version 3.0 de ChatGPT aujourd'hui, c'est 135 QI. Aujourd'hui, ce que l'on peut utiliser, et quand on voit et aujourd'hui, quand on l'utilise, c'est quand même assez bluffant. Je ne sais pas, Cédric, si tu l'utilises. Sam Altman a déclaré il y a quelques jours que la nouvelle version de ChatGPT 5, donc qui va dépasser la 3, qui est déjà à 135 de QI, il a dit qu'elle va dépasser sa propre intelligence. Et ChatGPT 5, ça sort dans 3-4 mois. Donc ma question, c'est, je ne crois pas à la fin du travail, et chez CMA-CGM, on est convaincu que nous allons encore beaucoup travailler, mais je crois quand même à une révolution totale, pour ma part, de toute la chaîne industrielle. Et je crois qu'on a pu dire il y a quelques mois, oui, maintenant ça toucherait que les missions à faible valeur ajoutée. Quand on regarde 3.0, quand on s'attend à ce que ça va sortir 5.0, moi je me dis quand même ça va toucher pas que l'école bleue, ça va toucher aussi l'école blanc. Et je pense qu'il y a ici beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui doivent préparer cela. Cédric Villani. En premier, bien sûr, il y a plein d'emplois qui étaient, je dirais, qui se sentaient préservés par rapport à l'automatisation, parce qu'il s'agissait de tâches intellectuelles, de tâches d'analyse, qui vont se retrouver bousculés, chambardés et, dans certains cas, anéantis. C'est pas la première fois que ça arrivera. On se souvient que le photographe traditionnel a été presque anéanti. Et encore plus l'agence de développement de photos qu'il y avait au coin de la rue et chez laquelle on amenait les films pour être développés, ou les agences de voyage qui s'occupaient de nous préparer notre itinéraire, elles ont été globalement, au coin de la rue, là encore, anéanties. Ou aujourd'hui, les analystes, les spécialistes de synthèse, ceux dont le boulot est de préparer chaque matin la synthèse des informations économiques du jour dans différentes, etc., ont été anéantis parce que l'IA le fait pareil dans toutes les langues, en une fraction de seconde et statistiquement plus fiable. Bon. Mais, tu parles de col blanc, il y a une notion de responsabilité, il y a une notion de chef de section, chef d'équipe, quelqu'un qui est un cadre. Ben, le cadre, il n'est pas juste là pour donner les instructions, analyser, dire aujourd'hui la commande elle va être comme ci, aujourd'hui elle va être comme ça. Le cadre, c'est aussi pour moi un être humain dans lequel on place sa confiance. Le N+1 place sa confiance en lui pour être plus proche du terrain. Les CN-1 lui font confiance pour organiser le terrain et ainsi de suite. Et il a un rôle humain de réceptacle de confiance qui, selon moi, est quelque chose qui doit rester humain. Peut-être qu'il y en aura moins, c'est normal.
je dirais, des estimations aujourd'hui que je peux voir dans des cabinets qui s'occupent d'accompagnement en IA. C'est du genre un tiers en moins dans les postes qui sont des postes, je dirais, de pure administration. Parce qu'il y a besoin de moins de monde pour traiter la même quantité d'informations, il y a plein de tâches presque automatisées qui peuvent être remplacées, et ainsi de suite. Peut-être que le moins un tiers deviendra moins un demi. Mais un monde sans administration humaine, pour moi, est un danger très grave. Administration, ce n'est pas que appliquer les processus. C'est aussi être ce réceptacle de confiance qui fait qu'une entreprise, elle est une émanation de la culture et des envies et des douleurs et des récriminations de l'ensemble des personnes qui travaillent pour le projet. Alors maintenant, Sam Altman. Sam Altman. D'abord, vous avez là quelqu'un qui vous dit, vous lisez son manifeste, c'est glaçant. Quelqu'un qui vous dit que le fait de civilisation majeure aujourd'hui, c'est la progression des réseaux de neurones, et qui a tweeté, je crois, au début 2024, que c'était l'année la plus excitante depuis le début de l'histoire. Bon, alors dire, il y a un moment où il faut revenir sur Terre. Bon. Et puis, c'est le même gars qui vous dit, grâce à l'IA, on peut envisager un futur dans lequel on va soigner toutes les maladies, résoudre le climat. Alors, il fait partie de ces gens-là, comme Eric Schmidt, qui vous disent, voilà, plus besoin de faire des efforts pour le climat, jetons à la poubelle les grandes résolutions du GIEC, les COP, de toute façon, on n'en est pas capable, on est des gamins. À la place, on va tout miser sur l'IA qui va nous trouver la solution. Mais il faut imaginer ça. Imaginons, c'est un peu la même attitude qu'on serait un grand drogué en train de mourir par surabondance de drogue. Le médecin vous dit, il faut arrêter là, il faut le sevrage, il faut un accompagnement, une thérapie et tout. Et vous dites, non, c'est pas capable. Je préfère tout miser sur un super médicament innovant qui va me permettre de me soigner même si je continue à prendre ma drogue. Ça, c'est la situation actuelle. Ce remède qui n'en est pas un préconisé par les uns et les autres sur les questions climatiques. Donc là, il faut remettre les choses à l'heure. Et Sam Altman, il vous prédit même un monde, un futur, dans lequel tout être humain vivra mieux que n'importe quel humain aujourd'hui sur Terre. Ça veut dire en pratique, n'importe quelle personne sur Terre, même une personne dans l'extrême pauvreté aujourd'hui, dans un pays peu développé, vivrait autant qu'un très riche milliardaire avec les mêmes bienfaits, les mêmes accès, tout ce que vous voulez. Quelle est cette vision d'une naïveté sidérante? Je veux dire, même un enfant comprend bien que toute l'histoire du monde, elle se fait en lente conquête, en rapport de force, en représentation politique aussi, et que c'est certainement pas un avenir rose bonbon dans lequel chacun vivra comme un nabab qui s'annonce pour l'humanité. Donc, les déclarations de Sam Altman, on va les prendre avec une pincée, grosse pincée de sel, alors gros sel. Hein. Ce qui est vrai maintenant, c'est que les algorithmes génératifs, ils sont bluffants. Bluffant pour les images et bluffant pour les textes. ChatGPT, attention, n'est pas le seul. Je sais qu'ici, vous aimez bien Mistral et vous avez raison. S'il s'agit de développer un projet qui soit intégré à la société, dans lequel en proximité des acteurs à qui on fasse confiance, il faut investir dans nos acteurs européens. Et aujourd'hui, Mistral, c'est le projet sur le segment très particulier, mais très médiatique des grands modèles de langage qui se dégagent. Eh bien, ces grands modèles de langage, c'est vrai, ils sont bluffants. Parce qu'ils font des réponses très érudites, ils font des réponses fines. Alors, attention, ils progressent aussi parce qu'ils sont entraînés et parce qu'il y a tellement d'usagers. Il y a quelque temps, l'intelligence artificielle entièrement ouverte qui était portée par l'Inagora s'est pris un bad buzz qui l'a forcé à être fermé quelques jours après sa mise en ligne. Mais les fautes que faisait l'IA de l'Inagora, c'était les mêmes à peu près que celles que faisait en 2022 ChatGPT. Mais on n'a pas eu la patience de travailler. C'est comme si notre nouveau gamin, on ne prenait pas le temps de l'éduquer en se disant « Non, mais l'autre là-bas, il parle beaucoup mieux, je vais tout me concentrer sur lui. » Bon. Et alors, ils sont effectivement bluffants. Ça, c'est un fait intéressant. Attention aussi, ils reposent sur toutes les données du web, c'est-à-dire les contributions de milliards d'humains. Ils utilisent une énergie qui serait équivalente à celle du cerveau de milliards d'êtres humains réunis. Donc, ça n'a pas de sens de parler de QI.
Je suis désolé, ça n'a aucun sens de parler de QI. Le QI, c'est pour évaluer, et je n'aime pas le QI globalement, mais c'est pour évaluer les performances d'un cerveau humain, pas de l'équivalent d'un milliard de cerveaux tournant ensemble, turbinant et tout ça. C'est vraiment un dévoiement de cette notion de quotient intellectuel, et de la même façon que des mots tels que comprendre, décider, il ne faut pas les utiliser pour ces algorithmes, parce que c'est des mots qui sous-entendent une conscience, une perception, un mécanisme d'entité qu'on n'a pas là avec ces algorithmes. Pardon pour peut-être la question baroque et naïve, mais est-ce qu'on a le droit de lutter contre l'intelligence artificielle? Parce qu'à choisir, moi je préfère lire un livre plutôt que d'avoir une note de synthèse de ChatGPT. À choisir, je préfère écrire mon texte moi-même, ou mon édito de un matin, plutôt que demander à ChatGPT d'en faire autant. Le bon mot, cher ami, c'est choisir. Il y a des choses que vous allez choisir de continuer à faire. Et le livre, certes, vous allez lire, mais vous n'avez pas envie de lire la note de synthèse du livre que vous préparera ChatGPT ou Claude de Anthropique, qui est bien meilleur en général sur des questions de scénario et d'histoire. Vous avez envie de le lire parce qu'il vous fait vibrer, c'est une histoire, ça ne se résume pas. Vous n'avez pas forcément envie de lire le long rapport technique qui est résumé. Mais vous avez envie quand même qu'il y ait des humains qui le lisent dans votre entreprise, parce que vous avez envie qu'il y ait une compétence qui soit conservée, même s'il y a moins de personnes, vous ne voulez pas complètement déléguer ce savoir-faire technique à un algorithme pas forcément fait par vous. Donc c'est une question de choix, justement. Il y a des tâches que vous voulez garder pour vous, des tâches que vous voulez que certains humains gardent, et des tâches que vous abandonnez résolument en disant ça, les êtres humains, ils vont, tant pis s'ils font plus ça. À titre personnel, une de mes évolutions importantes et quelque chose qui m'a apporté énormément à titre personnel, c'est quand, par le hasard des rencontres, juste le hasard, il y a 3 ans maintenant, je me suis retrouvé dans une séance d'un club de récitation de poésie. Récitation de poésie, ça sonne ancien, ça rappelle des souvenirs des cours d'école et tout ça. Bon. Et je me suis dit, waouh, je m'y suis mis et découvert à quel point c'est une activité enrichissante. C'est pas parce qu'il y a toutes les poésies du monde dans votre smartphone que ça vous dispense non seulement de les lire, mais de les apprendre. Et quand vous les apprenez, vous les vivez bien davantage et vous les comprenez, il y a quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qui vous enrichit humainement. Alors, l'IA de mettre guerre là-dessus, juste j'ai accès, c'est très facile, au texte tel que je veux le faire, je l'installe sur mon smartphone, je le révise pendant les trajets et ainsi de suite. Mais le trajet, le processus de cerveau que je fais en soi est enrichissant, et celui-là, j'ai envie de le garder. De toute façon, imaginez, vous dites, est-ce que lutter est quelque chose d'intéressant? Je vais vous prendre 2 analogies. Premièrement, imaginez un monde dans lequel l'IA réfléchit pour vous. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Non, réfléchir, c'est une des joies de l'existence. Comprendre, c'est une des joies de l'existence. Le gamin qui comprend, il est heureux de comprendre. L'adulte qui comprend, il est heureux. On ne va pas déléguer ça aux machines, on a besoin d'en garder. Et l'autre analogie, on sait bien, quand vous êtes, au fur et à mesure, quand vous avancez en âge, vous perdez en acuité visuelle. Et on se retrouve tous à un moment obligés de composer avec ce qui s'appelle des lunettes. Et on sait bien, il y a un jeu de lutte. Si vous utilisez vos lunettes très fréquemment et si vous corrigez au fur et à mesure que votre œil devient de moins en moins flexible, vous perdez rapidement. Et si vous luttez, au sens où de temps en temps vous les mettez, de temps en temps vous ne les mettez pas, vous forcez à continuer à travailler, vous gardez plus de flexibilité. C'est exactement comme les muscles. Et il y a des activités qu'il faut garder et continuer à effectuer de toute façon. Et donc, en ce sens, la lutte n'est pas le bon mot. Il y a des choses que vous allez être très content de laisser. Alors, s'il y a une lutte avec vous-même, pour vous obliger à continuer à faire de l'exercice. C'est une phrase du poète Paul Valéry, le confort nous enchaîne. Et sans arrêt, c'est une lutte à faire contre la facilité. Paul Valéry, d'ailleurs, on le relit, son texte sur le confort, et comme il dit, chaque invention se retourne contre nous, on a l'impression de quelqu'un qui part en 2025. Question très très courte. Monsieur Devant, présentez-vous, question très courte. Très très courte. D'abord, merci Monsieur Saadé d'associer le public et le privé à ces conférences, car je partage tout à fait votre point de vue. Je pense que nous œuvrons dans l'intérêt général tous ensemble.
Merci aussi d'avoir tenu ces propos pleins d'humanité. Et c'est vrai que pour moi, président du tribunal judiciaire de Marseille, Olivier Leurent, difficile de ne pas réagir après vous avoir entendu, à tel point je partage votre point de vue. Et l'œuvre de justice doit rester humaine, est humaine. Alors, qu'est-ce que l'outil IA va nous apporter ou peut nous apporter? Nous, on a de la chance dans la justice, on est toujours un peu en retard. Et en l'espèce, je pense que c'est pas mal d'être en retard parce que ça va nous permettre de voir un petit peu les pots cassés à droite à gauche, les risques, et de les analyser. Nos concitoyens sont très contradictoires par rapport à la justice. À la fois, ils veulent de la sécurité, et pour ça, l'IA semble être l'outil idéal. À la fois, ils ne veulent pas d'automaticité non plus. Ils veulent que leur affaire, elle soit examinée à titre individuel par un juge qui l'individualisera et donnera une réponse individuelle. Et donc, l'outil est entre ces deux espoirs d'une sécurité juridique. Et c'est vrai que c'est insupportable de savoir qu'on va être jugé différemment à 14h de l'après-midi ou à minuit et demi quand on a 12 heures d'audience dans les jambes. Et à la fois, on veut cette automaticité, mais aussi de la sécurité. J'espère que l'IA sera pour le juge une aide à la décision et que cette décision restera un processus humain, mais simplement une aide. Pour ça, il faut que l'IA n'induise pas le juge en erreur et ne soit pas alimentée de manière erronée, et qui aboutirait bien sûr à un jugement erroné parce que l'outil lui-même est erroné. J'ai juste une question à vous poser, très rapide. Vous avez conclu votre propos en disant « l'IA ne doit pas devenir le défi vital de l'humanité ». La grande diversion, oui. Ma question, c'est pour vous, quel est le défi vital de l'humanité et est-ce que l'IA nous aidera à relever ce défi vital? Cédric Villani. Wow. Vous avez 2 minutes, évidemment. 2 minutes, évidemment. Pas 1 heure. Hein. En essayant d'être synthétique, en premier, sur les spectres et dérives possibles de l'IA, il y a de très bons ouvrages qui ont été écrits. Parmi, juste en vrac, je vous cite mes préférés. Et même si certains ont quelques années, comme ils prennent les problèmes de façon fondamentale et transversale, ils sont encore d'actualité. D'abord, le classique déjà de Cathy O'Neill, qui a une dizaine d'années maintenant. Le titre français, c'est « Algorithme, la bombe à retardement ». Tout récent, l'ouvrage de David Chavalarias, « Toxic Data », qui vous parle des questions des échanges des idées sur les réseaux sociaux. Le contre-atlas de l'intelligence artificielle de Kate Crawford. Et puis l'ouvrage de Damasio, Vallée de Silicium ou quelque chose comme ça, hein, qui a Silicium dans le titre. Donc là, vous avez 4 ouvrages qui sont extrêmement intéressants. Et Damasio fait le lien avec les pensées classiques des philosophes de la technique, des gens comme Jacques Ellul ou Ivan Illich, sur l'outil qui peut venir à enchaîner le maître et comment ça peut se traduire et la pratique qui vous déshabitue de telle ou telle compétence. Sur la justice en particulier, comme dans n'importe quel procédé, comme je disais, reconnaître qu'il y a une part expérimentale et qu'il faut développer les outils et les expérimentations en partenariat avec des chercheurs, en partenariat avec les gens des universités ou des laboratoires de recherche. Je profite pour saluer mon collègue universitaire Dominique Barbolosi ici, l'un de ces brillants universitaires, mes collègues ici à l'université d'Aix-Marseille qui font un travail extraordinaire et qui savent très bien à la fois naviguer dans la technique, s'en méfier à l'occasion. Premièrement, de l'expérimentation. Deuxièmement, du vrai partage d'informations. Ça fait longtemps que les formations, que les grandes universités vedettes, Harvard et autres, ont compris le profit qu'elles avaient à pouvoir mettre ensemble programmeurs et étudiants en école de loi, surtout aux États-Unis où c'est des secteurs qui sont ultra mis en valeur, ultra brillants et ainsi de suite. Mettre ensemble, ça veut dire dans la même pièce, discutant, faisant des projets communs à l'université, etc. Et troisièmement, la question de souveraineté. C'est-à-dire vraiment à chaque fois, il faut se demander qu'est-ce que je veux qui reste à l'humain, qu'est-ce que je veux qui aille. Alors pour la justice, il y a plusieurs objectifs qu'on peut se donner, mais en premier, il y a le constat à affronter. Aujourd'hui, la France est en saturation du nombre de prisonniers, a plus de prisonniers aujourd'hui en 2025 qu'elle n'en a jamais eu dans son histoire, et nous montrant globalement au niveau humain une faillite de la politique carcérale. Alors c'est une prise de position un peu politique. J'ai été très marqué par le long
travail d'enquête de Didier Fassin et son livre L'ombre du monde. Donc là, un vrai problème à résoudre pour la société, comment dégorger ces prisons. Et évidemment, toutes sortes de raisons font que ce qui a été tenté jusqu'à présent n'a pas fonctionné. Une partie de mes anciens collègues politiques passent une partie de leur vie à proposer des peines de prison plus lourdes pour plus de délits et en font des projets de politique et ainsi de suite. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Et les deux sociétés qui, dans le monde, ont le plus avancé l'usage de la technique de l'industrie dans la société, je veux dire Chine et États-Unis, sont aussi les deux sociétés qui ont le plus de prisonniers. Et donc, il y a un vrai problème à regarder en face. Et ce n'est pas l'algorithme qui va vous dire comme ça, c'est un but et un objectif humain. Après, on a un deuxième sujet avec la justice, et vous le connaissez. Alors d'abord, les citoyens sont contradictoires. Ouais, quand on est en politique, on le voit. Et une des premières leçons, c'est qu'il faut accepter que les citoyens sont contradictoires. C'est comme ça. C'est comme ça. Et il y a des aspirations contradictoires. Après tout, pourquoi pas. Et la question majeure qui se pose dans toute la sphère de la justice, c'est les délais. Et là aussi, il y a contradiction. Chacun veut que son affaire soit instruite et lance une procédure et un appel, un recours et un appel et une cassation et ainsi de suite. Et on se retrouve avec des délais, engorgeant tout. Mais une société qui est rendue des fois si longtemps, une justice qui est rendue des fois si longtemps après l'action, c'est quelque chose qui pose un vrai sujet. Ce qui ne rend que plus méritoire le travail que vous faites et l'admiration que je peux avoir pour la sphère qui travaille dans la justice en général. Donc ces deux grands objectifs, plus rapides, désengorgement de prison, ils sont juste majeurs. Alors après, évidemment, comment on dit dans les grands objectifs, vous connaissez ce poème d'Éluard, Un homme est mort, amour, justice et le mot liberté. Ça fait partie de son texte, dans les mots qui font vivre et qui sont des mots innocents. C'est ça qu'on demande en priorité à l'humanité et à notre service judiciaire en général de préserver. Vous regrettez la vie politique ? D'abord, c'était une phase fondamentale dans ma propre construction. Aucun regret. Et puis, j'ai gardé un pied dans la place politique à travers, pas directement, à travers la présidence de la Fondation de l'écologie politique, qui est l'une des 5 fondations type laboratoire d'idées ou think tank au niveau national, hein, les autres étant l'Institut Jean Jaurès, Res Publica, l'Institut Gabriel Péri et Fondapol. Donc, nous sommes le 5e, pour diverses raisons, pour l'instant, le plus petit en budget, pour des raisons certainement politiques, mais c'est mon boulot que d'arriver à le faire croître et embellir. J'ai pris la présidence il y a 1 an. Ils mettent davantage de sciences, davantage d'international, davantage de projets. On s'est lancé dans un grand projet, partenariat avec le Club de Rome pour accompagner la mise en place de simulations et de scénarios à l'échelle française au plan écologique et économique à horizon 2050, avec des équipes de recherche internationales dans le monde. C'est un travail d'intellectuel et c'est un travail de recherche et c'est un travail politique aussi. Vous viendrez nous en parler. On vous applaudit très fort. Merci Cédric Villani. Merci beaucoup. Merci. Merci mesdames, messieurs.